Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule à l'invitation du Centre Pompidou-Metz et de Patrick Stéphane. Comme je l'avais dit lors de la petite séance introductive de la fois dernière, l'idée était de ne pas parler tout seul et de partir sur des grandes généralités, des grandes théories sur la pratique de l'enseignement de l'écriture dans une école d'art comme la Cambre, mais pour ces nouvelles capsules, de faire intervenir des écrivains, des anciens étudiants, peut-être des artistes, je ne sais pas encore pour les prochaines, qui viendront partager une expérience de cet ordre-là. Mais aujourd'hui, je suis très très heureux que Théo Takashani ait accepté de nous rejoindre pour cet exercice. Théo Kachani, qui a publié il y a maintenant 2 ans, je pense, ou une bonne année, Rétine, qui est paru chez POL, et qui a été un étudiant de la Cambre, de l'atelier des écritures contemporaines, qui est devenu master aujourd'hui, il y a 3 ans, je pense. Et qui aussi, c'est ça qui serait intéressant, a l'année dernière donné un workshop après coup dans le même cadre, dans le même atelier, avec des nouveaux étudiants. Donc je pense que son regard à la fois d'écrivain et quelque part d'ancien étudiant sera riche et permettra d'enrichir cette question justement de l'écriture créative aujourd'hui. Alors, merci Théo. Merci à toi. Ma première question sera assez simple et sera presque d'ordre biographique. C'est que si je ne me trompe pas, tu es d'abord passé par Sciences Po et puis tu nous as rejoint à la Cambre avec un projet d'écriture déjà très affermi, très soutenu dans sa langue, son style, très défini dans son projet. Un projet qui flirte beaucoup avec les arts plastiques, justement, et c'était aussi ce qui a guidé un peu mon souci de t'inviter aujourd'hui, c'est que tu as un entretien, un rapport à l'art du présent, à l'art actuel, à l'art contemporain très soutenu. Première question, c'est comment est-ce que fraîchement sorti d'études de Sciences Po, très amateur des formes qui se créent aujourd'hui, tu choisis comme médium le texte avec comme horizon le livre pour te lancer dans la création. Alors qu'on a le sentiment parfois que tu es plus un observateur des formes de l'art contemporain aujourd'hui qu'un lecteur, il me semble que je me trompe évidemment. Mais en tout cas, voilà, tu entretiens ce rapport qui est précieux, moins en moins rare heureusement, mais aux formes plastiques. Et je voulais voir pourquoi est-ce que c'est à ton âge, quand tu es très jeune, l'écriture, le travail du texte qui t'a intéressé au premier chef pour te lancer dans un travail de création. Euh, je pense déjà que ce rapport au texte est pas venu après mes études en sciences sociales et avant de rejoindre les camps, c'était quelque chose qui était déjà présent, qui a sans doute une part d'inné, enfin en tout cas qui remonte à bien plus loin, mais qui s'est solidifié autour d'un certain rapport au langage et de l'envie de travailler cette question du langage et du texte sous différentes formes et cette question du récit. Et donc, entre-temps, j'avais commencé à travailler sur des projets de textes sous des formes très différentes et un projet de roman que j'ai voulu développer à la Cambre lorsqu'on s'est rencontrés. Euh, Ce qui me paraît intéressant, c'est que tu parlais de cette distinction entre le lecteur et le regardant. Euh, En fait, c'est précisément parce que je ne la fais pas que on peut avoir tendance, ou du moins c'est, je pense, pour ça que tu présentes les choses comme ça, de me voir davantage comme un regardant, comme un lecteur. Mais c'est que j'ai l'impression, et j'en ai eu assez vite assez, avant même d'écrire, tout simplement en tant que lecteur ou observateur, d'avoir cette impression que le milieu littéraire était indemne des autres arts, des autres formes, et par extension de grandes franges du réel. Et donc, en fait, je ne mets aucune opposition, c'est-à-dire que quand je dois écrire un texte,
je passe évidemment beaucoup de temps dans les livres, avec les livres, mais comme je passe aussi beaucoup de temps inspiré par des formes cinématographiques, chorégraphiques, architecturales, peu importe, et aussi des formes non artistiques qui sont à la fois de mes observations courantes dans la vie quotidienne ou aujourd'hui avec tout ce qui se passe, tout ce qui passe par les écrans et qui me paraît créer de nouveaux rapports au langage très puissants que les auteurs auraient tort de négliger, je crois. Oui, Rétine, c'est un livre qui essaye de justement reconquérir quelque part le règne des images, de ne pas l'abandonner aux seuls plasticiens, aux seuls artistes, puisque tu mets en scène, tu fais exister de manière réelle et documentée, mais aussi parfois de manière fantasmée ou fictionnelle, cette grande figure des dernières décennies de l'art contemporain qui est Dominique González Foster. Quel a été au départ, les principes qui ont guidé ton souci justement d'aller par la littérature sur le terrain des artistes pour quelque part les ressaisir par la page, quoi, par le récit, par le Et discours. précisément, je pense que cette grande question des images et cette dialectique du regard est absolument pas la question des artistes. Et la question de tout un chacun à l'heure de la circulation des images et de la société telle qu'on la vit. Donc c'était plutôt, il n'y avait aucune volonté ou ambition de conquérir quoi que ce soit sur le terrain des artistes, mais plutôt d'amener la littérature à cet endroit. Un peu déserté par la littérature. Comment ? Un endroit qui te sentait un peu déserté par la littérature. Un endroit qui me paraissait déserté par la littérature et aussi où j'avais l'impression, enfin, l'envie de trouver des moyens précis, justes et réfléchis de décortiquer par la fiction et le roman cet espace qui existe entre nos sensibles, nos recherches respectives de beauté, de grâce ou de vérité, peu importe, et cette espèce de continuum qui, en tout cas me concernant dans son impensé, pouvait me paraître très accablant. D'accord. Alors, pour revenir un peu à l'objet aux enjeux de ces capsules qui visent à essayer de définir un peu le champ de ce qu'est la création littéraire, quelque chose évidemment n'a pas manqué d'être très surprenant. À l'époque, quand tu es arrivé comme étudiant à la Cambre, c'est qu'en effet, tu n'avais pas montré énormément de pages, mais directement à travers ces pages, j'ai senti quelque chose d'extrêmement puissant et de fort, et surtout déjà une écriture extrêmement ancrée. Je ne saurais peut-être pas dire sûr d'elle, mais parce que c'est pas le sens de ta langue, mais une écriture déjà très très ferme, très 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 définie dans son projet. Qu'est-ce que tu es venu chercher dans ce genre d'enseignement quelque part? Parce que moi-même, j'ai pu me demander souvent qu'est-ce que je peux apporter à Théo. Son texte, il peut le dérouler, son projet est écrit. Je suis quelque part sûr que ça tiendra, qu'il va tenir ses promesses qui sont là dans les quelques premières pages qu'il me donne à lire. Qu'est-ce qui t'a, voilà, qu'est-ce que tu es venu chercher alors que quelque part, peut-être, voilà, les choses se seraient déroulées très très bien également sans cet appui, cette aide ou cet accompagnement qui a été le nôtre durant l'année que tu as passée à la Cambre. Je pense que d'abord, ce qui a expliqué ma volonté de rejoindre la Cambre, c'est en fait pour parler assez généralement de la question du creative writing de ces masterclass. Je pense que c'est un sujet sur lequel on manque de certitude en France, étant donné la fraîcheur de ce sujet et de ces enseignements. Mais à la fois en arrivant et aussi en sortant, je pense que c'est quelque chose qui est resté constant dans mon esprit. Je ne crois pas vraiment à la nécessité pour la littérature d'avoir un enseignement, enfin pour l'écriture créative, j'entends. Mais en tout cas, je sentais un besoin d'école. Et
et c'est là où il y a pour moi une vraie différence, parce que ce que je venais chercher à Lacan procédait absolument pas d'un savoir-faire ou de technique ou même de trucs pour faire qu'un livre marche de telle ou telle manière, ou qu'il y ait un bon début, une bonne fin, voilà. Mais en revanche, il y avait déjà besoin d'un temps, je pense, pour dépasser une urgence que beaucoup de gens et de plus en plus peuvent avoir, et, et atteindre un cadre de légitimité et de confiance pour prendre le temps de faire cette chose bien, et surtout un espace qui soit propice à de la conversation, à de l'échange, à de la friction, non seulement avec toi et les autres encadrants de la formation et de cette structure, les personnes qui y intervenaient, et surtout les camarades, les autres auteurs qui étaient autour de moi, auteurs et autrices, qui, qui permettaient non seulement à mon texte, mais surtout à ma vision de ce que j'étais en train de faire, d'être bougé, questionné et parfois maltraité. Et ça, je pense que c'était très important, parce qu'il peut y avoir une sorte de confort, je pense, pour, dans la vision romantique de l'écrivain, à s'exclure de tout contact et de toute remise en cause de son logiciel. Et un format comme celui que j'ai pu expérimenter à la Cambre rendait ça absolument impossible. Ce qui ne veut pas dire que tout était remis en cause ou détruit, mais les choses étaient débattues. Et j'avoue que c'est évidemment confortable de travailler plus, enfin, librement, sans avoir un échéancier d'une année, etc. Mais ça peut être quelque chose qui manque ensuite, euh, de ne pas être aux prises avec une espèce de discussion, de conversation permanente et continue avec d'autres personnes qui écrivent Mhm. et des personnes qui font des choses radicalement différentes, Mhm. mais pour lesquelles il y a un grand respect, une grande compréhension. Et je pense que c'est très nourricier pour le travail des uns et des autres, et que c'est quelque chose, plus généralement, que je sens parfois un peu manquer dans des champs artistiques, mais en tout cas pour celui de la littérature, Mhm. où je pense que ce qui définit les livres aujourd'hui, c'est seulement les sujets ou les thèmes, enfin, du moins dans ce que la critique en dit, ou dans ce qui en circule, Mhm. voilà. Euh, mais que deux personnes écrivant en 2020, par définition, pratiquent la même chose, c'est-à-dire les littératures contemporaines, mais qu'on perd de plus en plus la conscience des grands contrastes, sans aucun jugement de valeur, qu'il peut y avoir entre des pratiques qui n'ont rien à partager sur quelque question que ce soit. Enfin, moi, je suis très respectueux de travaux qui sont très éloignés du mien, et aussi, je m'accorde le droit de dire que je suis réticent à certaines littératures qui, par exemple, politiquement, me dérangent beaucoup. Et, et il peut y avoir quelque chose, par exemple, dans ma génération, où la littérature n'est plus un champ euh, débattu politiquement, socialement, pour enfin, plein de raisons. Et à la Cambre, c'était une réponse à ça, parce que tous les genres cohabitaient, toutes les références et aussi tous les sujets, mais on était réunis non seulement par une grande envie de dialogue et de débat, et aussi et surtout une aspiration commune qui était de faire quelque chose, de donner forme à ce qu'on avait en tête, et donc de travailler ce qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui est la question du style, de la fiction, de tous ces procédés formels qui permettent à une idée de, de, de prendre sa dimension littéraire. Et alors, au regard de ce que tu viens de dire de ce côté-là, la barrière, quelles ont été quelque part tes idées directrices quand tu as donné le workshop l'année dernière que je t'ai proposé de donner avec le cinéaste Vincent Dieutre et le musicien Pierre Rousseau, où vous aviez carte blanche, je t'ai donné carte blanche
toi, avec eux, inventer pendant une semaine quelque chose avec les étudiants. Quels ont été un peu tes garde-fous ou oui, tes idées directrices pour fournir un travail, mais les étudiants au travail et leur apporter quelque chose? Est-ce que la seule exigence de dialogue ou de débat était suffisante, ou bien il a fallu mobiliser d'autres idées, d'autres notions, d'autres concepts? L'idée était, que nous avions eue avec Vincent était de travailler autour de la figure de l'ekphrasis, qui est une forme que j'avais utilisée dans Rétine, qui est pour le dire rapidement, une description littéraire de l'œuvre d'art, une transmission par le texte d'une forme visuelle, quelle qu'elle soit. Enfin, d'ailleurs, pas seulement visuelle, d'une forme artistique non littéraire. Et, euh, et en fait, l'idée était justement non pas d'enseigner, mais de profiter de l'énergie, de les dynamiques et de, de ce qui forme l'atelier dans une promotion. Enfin, le mot atelier est très bien choisi, mais de ce qui s'y passe et de ce qui traverse cet endroit à la Cambre, pour réfléchir ensemble à une pièce radiophonique qui, pour résumer, pouvait s'apparenter à un audio guide euh, d'une d'une exposition fantasmée. Et, et non seulement il y avait voilà, cette recherche commune, enfin une passion dans le workshop de, de création commune et puis aussi de questionnement commun, comme on le disait avant, parce que je pense que la littérature, dans ses ambitions et dans son actualité, est une forme très très instable et qui oblige les auteurs et les autrices à une grande connaissance des enjeux contemporains, pas seulement artistiques. Et donc, on voulait voilà, travailler sur cette forme ensemble dans ce laboratoire. Et c'est assez amusant ce qu'on a pensé avec Vincent et qu'ensuite on a mis en forme avec Pierre d'un point de vue sonore, avec tous les membres de l'atelier. À ces derniers temps a pris une actualité, un sens particulier, au moment où il est de plus en plus difficile de voir des expositions, s'arroger le droit d'en inventer et surtout d'en décrire, de, de, d'écrire et de décrire les expositions qu'on ne peut plus voir. Je pense que cette pièce a non seulement trouvé son sens vis-à-vis de l'atelier, mais aussi vis-à-vis du présent dans lequel le langage doit évoluer. Parce que je dirais que c'est aussi notre caractéristique de ta marche dans le champ artistique, au sens large, c'est qu'il me semble que le livre n'est pas une fin en soi, un aboutissement absolu. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tu attaches énormément d'importance aussi à ce que tu fais du livre après. Et tu as pensé d'ailleurs à la sortie de Rétine, un protocole ou une méthode, en tout cas peut-être une manière d'exposer le livre, son contenu, à différents endroits, dans différents lieux. Est-ce que tu pourrais un peu nous dire voilà, ce qui t'a mobilisé dans cette démarche, cette idée de faire exister encore le livre après différemment et de penser peut-être de manière, pour le dire simplement, de manière curatoriale, pour être un peu rapide, oui, l'exposition du livre, l'exposition du texte. Euh, Très simplement, il n'y avait pas d'idée très manifeste. Je pense que c'était très simple dans mon esprit. C'était d'abord la volonté comme on le disait précédemment, de regarder le livre dans sa réalité, c'est-à-dire comme partie prenante d'un réseau en son sein. Déjà, le livre, ce n'est pas un auteur, c'est quelqu'un qui écrit, c'est quelqu'un qui édite, c'est quelqu'un qui vend le livre. Enfin, c'est déjà toute une complexité. Cet objet renferme énormément de choses en soi. Et c'est aussi partie prenante d'un écosystème artistique, culturel et politique et social. Et,
Et donc, je voulais ne pas considérer que le livre sorti de la librairie arrêtait de vivre ou sorti de la bibliothèque. Enfin, de même que je pense une des grandes forces du livre aujourd'hui est qu'il est possible de le lire partout. Il doit aussi pouvoir être présenté partout et sous des formes audacieuses. Et puis, il y avait aussi autre chose ce cycle de lecture qui a suivi la parution de Rétine était moins une audace formelle de contact de la littérature avec la musique, la performance, voilà, mais aussi juste la volonté de bien faire les choses et de rompre avec une vision classique de la lecture que certains auteurs font très bien, mais dont moi, je n'aurais pas été capable. C'est-à-dire que n'ayant aucun talent pour ça, je me voyais, je ne voyais pas ce qui m'autorisait à demander de l'argent à des gens pour venir m'écouter lire maladroitement un livre qui était d'abord fait pour être lu dans une intimité, etc. Et donc, plutôt que de sauter l'obstacle, je me suis dit que c'était d'autant plus l'occasion de réfléchir à ce que veut dire ce mot, aux manières dont on peut faire des lectures aujourd'hui, avec des collaborations, avec un temps de lecture particulier, avec un temps de regard. Et, et suivant cette idée que bien faire est peut-être le premier geste politique qui veille pour un auteur, qu'il soit artiste ou écrivain. Donc, tu as demandé à différentes personnalités de chaque fois s'emparer du texte et de les lire dans un dispositif que tu as pensé avec eux chaque fois. Ouais, l'idée était, il y avait une part de texte installé qui était reproduit sur des tapis qui étaient comme équivalaient à des pages du livre et qui ensuite étaient installés dans l'espace de manière différente à chaque lecture. Euh, et un artiste ou une artiste était invité pour chacune d'entre elles à imaginer une forme dans ce dispositif et à donner sa vision du texte qui était exposé. Et donc, ça a rassemblé des musiciens, des danseurs, comédiennes, performeuses, donc des gens venant de champs différents qui se sont à la fois fondus dans ce dispositif et approprié le texte. Alors là, on parlait un peu de ce qui se passe après le livre publié. Là, tu es en train d'en préparer un nouveau, tu m'as dit assez vaste, assez gros. Et je ne sais pas s'il y a une méthode Casciani, mais je sais quand même que tu es quelqu'un qui prépare énormément son travail en amont, qui est très méthodique dans les phases d'écriture, me semble-t-il, et qui anticipe beaucoup certains procédés qui vont lui permettre d'arriver à ses fins, tout simplement, qui est la fin du livre. Peux-tu nous dire un mot de la manière dont tu procèdes généralement sur le seuil de l'écriture d'un livre? Les livres, l'idée des livres me vient toujours d'une forme, d'une intuition, enfin jusqu'à présent, parce que c'est un peu prétentieux de parler de l'idée des livres comme si c'était un mode opératoire arrêté, et déjà je pense, comment dire, je crois au besoin d'avoir une grande rigueur dans l'écriture, mais absolument pas de discipline, j'ai aucune forme de discipline dans l'écriture. Je situe mon sérieux à un autre endroit, mais je ne fais pas partie de celles et ceux qui définissent, qui écrivent tous les matins de telle heure, à telle place, avec telle inclinaison. Ma méthode est plutôt une méthode temporelle, donc d'abord de penser cette intuition et cette forme première, euh, et de trouver des moyens de me concentrer et d'atteindre le moment de l'écriture. Et en fait, le gros de mon travail consiste à ne pas écrire et à travailler sur un plan, une composition, non seulement pour amener la forme à son état
le plus avancé ou le plus audacieux qui s'échappe d'un collage un peu, enfin, en tout cas, de remettre en question ça et de ne pas me contenter d'associer deux idées de manière très parallèle, mais de chercher des réseaux plus en détail. Euh, Aussi de mettre en intelligence toutes les idées qui me viennent et qui me paraissent sensées pour trouver leur place dans cette fiction. Et enfin, il y a un travail d'enquête et je pense de plus en plus aussi, considérant que le monde dans lequel on vit et ces derniers mois le montre de manière très forte, ce que nous dit la science, ce que nous dit la technique, ce que nous disent les démocraties libérales, etc., sont en soi des grandes forces de fiction et de récit. On, on nous, on nous dit des choses qui sont des sortes de mythes contemporains, le rapport à la vérité, etc. Et, et donc, en fait, je pense, enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'il est temps d'armer la fiction et de lui donner les outils de l'enquête. Et au-delà du fait que je pense que tout ce que je raconte est vrai, y compris si- s'il s'agit d'un roman pur, euh, du moins pour avoir la prétention que tout ce que je raconte est vrai, je dois y mettre l'attention de l'enquête et les méticulosités de recherche identiques à celles que mettrait un auteur de non-fiction ou un journaliste pour analyser tel ou tel fait. Et donc tout ça me prend énormément de temps et ensuite vient le moment où je travaille le moins, c'est-à-dire le moment où j'écris le livre, à partir de cette composition et où là, le travail est avec évidemment des débordements qui viennent de l'écriture elle-même, mais est d'abord une mise en œuvre de ce qui a été pensé. Le Et canevas bouge très peu. comment? Le canevas que tu as préétabli bouge très peu au moment de l'écriture. Le canevas que j'ai préétabli bouge assez peu, mais évidemment, il y a des surprises, donc je ne saurais absolument pas le quantifier. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a une grande instabilité. Et peut-être par lècheté, mais en tout cas, je me sentirais incapable d'entamer un livre sans canevas. Mais en revanche, là, le canevas, par exemple, que j'ai en tête pour mon prochain roman me paraît euh, idéal et parfait, mais je sais qu'il ne sera absolument pas le canevas du livre écrit et que c'est en... Donc évidemment, des choses bougent dans l'écriture parce que le travail de l'écriture est un point de vue, une échelle différente pour moi, qui est vraiment un travail de style et de conception et de fabrication du livre à des échelles bien moins grandes, qui sont celles de la phrase, du paragraphe, de la page. Euh, mais tout ça déborde. C'est-à-dire que les enjeux stylistiques de telle page peuvent remettre en cause l'équilibre d'un récit dans son ensemble. Euh, mais en tout cas, c'est vraiment la forme qui est le point de convergence dans mon travail entre cette échelle, cette dimension du texte dans ses détails et dans ses subtilités, dans ses rouages et dans sa mécanique, et l'ambition du récit, étant donné que, comme on le disait tout à l'heure, je veux échapper à un sujet et je n'arrive pas à me satisfaire d'une bonne idée ou d'un bon sujet ou d'un bon truc, parce que c'est une littérature qui m'intéresse peu ou qui, quand elle m'intéresse, c'est parce que le sujet a disparu sous un travail de forme. Euh, voilà. Et cette question de la forme, d'ailleurs, la responsabilité que j'y mets et l'invention que j'essaye d'apporter là est absolument pas un enjeu esthétisant ou je sais pas. Enfin, c'est justement, comme je le disais, je pense que c'est la manière dont les romans et les récits peuvent être façonnés aujourd'hui dans un lieu commun
préalable à la compréhension du texte par le sujet peut exister, a une fonction politique très puissante et permet d'opposer des fictions à celles qui nous sont imposées. Il nous reste 2-3 minutes. Je n'oserais pas parler peut-être de grands maîtres, mais est-ce qu'il y a des œuvres dans tous les champs, disciplines confondues, qui t'ont stimulé particulièrement, qui te stimulent au moment du passage à l'acte du travail? Est-ce qu'il y a des choses qui te requinquent ou qui te Oui, l'émulation nécessaire pour justement armer la fiction, pour préciser la question? En fait, on revient à la première question. J'en ai une quantité immense et surtout toujours en évolution et ma curiosité n'est pas rassasiée de découvrir beaucoup des choses qui se sont faites ou qui se font et se fabriquent aujourd'hui. Donc, en tout cas, je n'ai pas de Bible de mode d'emploi quotidien, d'ouvrir mon Décaméron, mes bucoliques ou mon Ulysse ou mon 2666 ou de regarder des livres de tel ou tel autre artiste. Mais toutes ces choses-là me nourrissent et participent à mes réflexions et à mes spéculations dans la création d'un livre, mais aussi au jour le jour en écrivant. Il peut m'arriver d'écrire et c'est avec une page de 8 semences et un mème trouvé sur Instagram. Mais en tout cas, toutes ces choses-là fonctionnent comme, j'imagine, ce que tu as impulsé à la Cambre, par capillarité et par réseau. C'est-à-dire que de même que telle intervention à la Cambre amène tel membre de l'atelier à proposer à tel autre membre d'amener son texte à tel endroit, ce que j'avais trouvé à la Cambre à ce moment-là est exactement maintenu aujourd'hui quand la forme d'un vêtement m'amène à penser à un clip qui m'amène à penser à la courbe d'un bâtiment qui m'amène à penser à une manifestation, pour donner un exemple. Mais les choses circulent. Merci beaucoup, Théo. Merci à toi, merci beaucoup. Et à très bientôt. Ouais, à très bientôt, bonne journée.